En direct. On redémarre? C'est bon? Ça fonctionne? Bonjour à tous. On recommence, livre en live numéro 5, un livre en live un peu particulier, deux auteurs de romans policiers bien connus, Bernard Minier et Franck Thiez, et puis la participation de Jean-Frédéric Tonneau, libraire à la Crèche-sur-Saône, qui est avec nous pour poser des questions à nos auteurs. Comme on a perdu un petit peu de temps, on va peut-être... alors, bon, je vous demandais comment ça allait. Peut-être redites-nous, ça va? Très bien. On va peut-être pas s'étendre pour passer au bouquin au cas où ça coupe à nouveau. Fred, est-ce que je pense que on va peut-être pas, comme on a perdu un petit peu de temps, on va peut-être pas vous présenter parce que doit-on encore vous présenter? Moi, j'ai juste envie de dire quand même que vous nous proposez des polars musclés et lettrés depuis un moment. Vous êtes à une trentaine de polars tous les deux. Et ce qui est génial, c'est que malgré le succès qui ne se dément pas, bah, finalement, vous nous faites encore des surprises. Je pense que si quelqu'un ce soir se connecte et vous découvre, il a l'occasion par ces deux bouquins de lire vraiment deux très bons polars, et ceci sans aucune flagornerie. Jean-Frédéric, si tu veux présenter un petit peu les deux livres avant de commencer. Bah écoute, avec plaisir, Fabrice. Je vais commencer au hasard, ordre alphabétique. Je vais commencer par La Vallée de Bernard Minier, où là on retrouve Martin Servaz, qui a une enquête de l'IGPN contre lui. Il menace d'être suspendu, donc là tout va pas forcément bien pour lui. En pleine nuit, il reçoit un coup de téléphone de Marianne, sa femme qui a disparu depuis 8 ans. L'appelant au secours, il localise le téléphone et essaye de la retrouver. À partir de là, il arrive dans une vallée très, très froide, au milieu des arbres. Et là, un premier meurtre, puis un autre. Et ça va être une succession. Et ça va lui permettre notamment de retrouver Irène Sigler, qu'on avait vu dans Glacé, dans le premier tome. Vraiment un très très beau livre. Je pense que... Ah, c'est bon. Ah, j'ai récupéré le son, j'entendais plus rien. Vous m'entendez? D'accord. Je parlais tout seul? Non, on entendait, ça marchait. D'accord. Tu as fait une super présentation de La Vallée, Jean-Frédéric. J'ai rien entendu en fait. Donc, il a assuré. Hein. D'accord. Vous pourrez voir ça en replay. Donc là, effectivement, La Vallée, un très très beau livre pour répondre à une question, à une affirmation que disait Bernard Minier tout à l'heure. C'est vrai que les librairies se portent pas forcément bien, mais les gens reviennent avec passion et ont besoin de lire. Et vos deux livres ont vraiment fait un carton plein tous ces jours-ci. Petit aparté, je vous présente Il était deux fois, Franck Thiez. Là, le livre commence en 2008. Une petite erreur, non, pas celui-ci, il était deux fois. En 2008, Gabriel Moscato arrive dans une chambre, il est à la recherche de sa fille disparue. Il s'endort dans une chambre, la chambre 29, et est réveillé en pleine nuit par des corbeaux qui tombent du ciel, morts, foudroyés, on ne sait pas pourquoi. Et il regarde, il est dans la chambre 7, il comprend pas trop et descend à l'accueil. Et là, il va se rendre compte en fait qu'il est passé de 2008 à 2020. Un trou complet. Et il va aller en gendarmerie pour savoir où en est l'enquête sur sa fille, la disparition de sa fille, et va apprendre effectivement que là, on est 12 ans plus tard et que lui, il avait disparu des radars depuis. Et il va recommencer l'enquête malgré le fait qu'elle est éteinte. Et là, on va partir dans toutes les pistes d'une vallée. Est-ce que je peux dire vallée? C'est sûrement un petit peu vrai. Et on va partir sur les terres de Franck Thiez, la France du Nord, puis toute l'Europe. Très très bon livre aussi, je vous conseille les deux, les yeux fermés. Bernard Minier, Franck Thiez, je vous laisse me dire lequel a écrit cette phrase « Un jour de plomb écrasait la vallée ». Ça, je pense que c'est Franck, ça. C'est Bernard, ça. On aurait pu... ça marche aussi pour le mien. Alors, c'est Franck Thiez.
Ah, Bah c'était oui, toi, c'est c'est toi. moi qui ai écrit Je ça? sais même pas ce que tu écris. Je l'ai dit, moi, que c'était toi. Ah mince, c'est même plus ce que j'ai écrit, c'est terrible. C'était pas moi. Non, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'avec Franck, ça fait 3 ans et on se consulte pas, évidemment. Il y a 3 ans, il sort, il y a 2 ans, il sort le manuscrit inachevé. Moi, je sors Sœur. Dans les deux romans, on a un auteur de roman policier, enfin, une forme de mise en abîme. L'an dernier, on parle tous les deux de technologie, de l'intelligence artificielle, etc. Et cette année, on a tous les deux un personnage qui cherche une femme ou une jeune fille disparue. Et chaque fois, on a des comme ça, en plus avec une vallée, on a je sais pas, on doit être un peu connecté sans doute. Et, on se retrouve à écrire des trucs un peu parallèles. Mais en même temps, comme on commence à les écrire bien en amont, on est sûr qu'il n'y en a pas un qui a plagié l'autre puisqu'on les sort en même temps. Donc ça va. Oui, d'ailleurs, c'est quoi ton prochain, que j'écrive pas la même chose? Mais non, j'ai commencé aussi, malheureusement. Moi aussi, j'ai commencé, j'ai été confiné, donc tu penses, j'avais rien d'autre à faire qu'écrire. Alors, alors là, ma question, effectivement, puisque vous en parlez, à quand un polar à 4 mains? Ah, alors on a le droit de spoiler un peu ou pas? Je crois qu'il n'y a Possible, pas de oui. spoiler. Pas Même, trop, pas j'ai trop. quand même l'impression qu'il y a un des deux qui est un peu dans le bouquin de l'autre. Hein, on n'en dira pas plus. Non. Tout Oui, à fait. oui, mais tu vois, bon, il y a un petit passage de. On aime bien se faire des clins d'œil. Par contre, on a déjà réfléchi à quelque chose, mais Ouais. Non, mais ne le dis pas parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Il n'y aura ah, plus de surprise. il faut rien dire. Il faut rien dire. Mais ouais, c'est le principe même de nos livres, on ne peut pas spoiler. Non, mais on a déjà pas réfléchi à des petites choses, ouais. Ouais. Sauf que ça coïncide jamais, donc il faudra qu'on trouve un jour. Parce qu'en fait, quand il sort un Charcot, moi je sors un one shot, enfin jusqu'à présent, et quand il sort, enfin il en sort plus souvent que moi des one shots. Quand il publie un one shot, moi je sors un Servaz, donc comme ça on va jamais y arriver. Hein. Pour, pour rentrer un petit peu dans vos livres, ça vous dit d'évoquer un petit peu vos deux commissaires, Martin Servaz et Gabriel Moscato, chacun votre tour, peut-être Bernard Minier. Alors Servaz, Martin Servaz. Servaz, alors c'est mon personnage fétiche depuis Glacé, depuis mon premier roman. C'est un policier toulousain du SRPJ de Toulouse. Je dirais, ce que j'ai voulu faire avec ce personnage-là, c'est un peu prendre le contre-pied de l'éternel stéréotype du flic alcoolique, borderline, flingueur, qui est magnifiquement fait par des gens comme Nesbo ou Michael Connelly. Moi, je pense toujours aux deux Harry Hall et Harry Bosch, qui sont deux fabuleux personnages de flics, mais c'est un peu le même principe. C'est le flic qui picole, qui est tout le temps, qui a la rage en lui. Et moi, je voulais faire un personnage un peu qu'on voyait vivre au quotidien. On le voyait vivre à côté de ses enquêtes, à côté de son métier de flic. Je voulais donner une certaine épaisseur, une certaine normalité. Alors on a eu il y a quelque temps un président normal. Hein, je sais pas si ça s'est bien passé ou pas, chacun jugera. Moi, je voulais faire un flic un peu normal, et je pense que c'est pour ça aussi que les lecteurs ont une telle tendresse pour ce personnage, c'est parce qu'il pourrait faire partie de leur vie, ils pourraient le connaître, il pourrait être un proche, un familier, un ami, etc. Donc voilà ce que j'ai essayé de faire avec Martin Servaz. Après, il a aussi des côtés un peu extraordinaires. Hein. Il écoute de la musique de Mahler tout le temps, c'est pas donné à tout le monde. Même moi, j'y arrive pas à écouter une symphonie de Mahler dans son intégralité, c'est dire. Et puis, c'est quand même quelqu'un de très lettré, de très cultivé, assez érudit. Donc, mais ça reste un personnage. Et puis, ce qui est intéressant, et c'est pareil pour Franck, on en parlait une fois, c'est qu'on traîne ce bagage des personnages récurrents d'un livre à l'autre, et au fur et à mesure, ils gagnent en épaisseur. Leur vie, le bagage s'alourdit, il y a de plus en plus de choses qui se passent. Et il faut renouer les fils à chaque livre. Il faut tenir compte de ce qu'on a raconté avant. Il ne faut pas non plus ennuyer les lecteurs qui débarquent dans notre univers et qui n'ont pas lu les livres précédents. Donc c'est quand même il faut trouver un équilibre entre tout ça. C'est pour ça que quelque part, je pense, et Franck le confirmera ou pas, l'écriture des one-shots, d'une certaine manière, c'est presque plus facile parce qu'on part de zéro et donc on peut tout créer. Et ça, c'est à lui de le dire. C'est pas très humain, Bernard Minier, de le faire arrêter de fumer au début du roman. En plus, mais en plus c'est un peu sa compagne. Alors il y a quand même quelque chose qui est qui change radicalement par rapport au roman précédent. Parce que jusqu'à présent c'était quand même un loup solitaire ou un chien sans collier. Il a vécu des aventures malheureuses et là tout d'un coup il se retrouve avec une compagne. Il est heureux plus ou moins en tout cas et Il est père. un personnage humain, une jeune femme médecin qui lui apporte beaucoup.
et donc effectivement le change un peu puisqu'il essaie d'arrêter de fumer. Et ça, je trouvais intéressant de proposer ça, parce que j'en avais un peu le marre de le voir solitaire, ce pauvre Servaz, des fois il me fait un peu de la peine. Donc, et puis, il est suspendu. Par contre, il est suspendu, oui. Et je me suis appuyé évidemment sur des cas réels. J'ai rencontré des policiers qui vivaient ce genre de situation. Il y a aussi un conseil de discipline à la fin, sans ne rien dévoiler. Et je me suis évidemment approché de policiers qui avaient vécu ces conseils de discipline, et c'est très violent. C'est très très violent. Les flics sont une des professions les plus contrôlées dans l'administration. Ils sont très très contrôlés. Il faut pas croire que la police est une grande famille où les uns protègent les autres. Il n'y a pas vraiment de solidarité entre le corps des commissaires, des officiers supérieurs et le reste de la police. Hein. C'est chacun pour soi. Et le conseil de discipline, par exemple, qui est dans l'épilogue, qui est pas fondamental pour l'histoire, mais ça se passe comme ça. Je veux dire, quand il est enfermé dans cette petite pièce, on lui laisse 30 minutes pour consulter son dossier, qui est le résumé de toute une vie professionnelle, quand même. On lui enlève son téléphone portable pour qu'il puisse pas prendre de photos de ce dossier, etc. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est quand même quelque chose d'assez violent, le conseil de discipline dans la police. Et oui, je voulais parler de tous ces aspects du métier de flic, parce qu'au fond, notre rôle à nous, en tant qu'auteur, c'est Milan Kundera qui disait: l'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Et notre rôle à nous, c'est de montrer ça, et Franck le fait aussi, c'est d'aller plus loin dans les détails, de montrer des situations, que ce soit des communautés, des situations, des groupes, de façon à éviter les jugements à l'emporte-pièce et les caricatures. On fait la guerre aux clichés, on essaie d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance. Vous dites tout ça dans un contexte un petit peu particulier en France. Vous citez 2 livres en référence dans l'épilogue, Colère de flic de Guillaume Lebeau et La peur a changé de camp de Frédéric Ploquin. Sacré lapsus. La peur a changé de camp de Frédéric Ploquin. On en dit 2 mots avant de passer la parole à Franck Thiès. Je pense que c'est intéressant dans ce contexte de parler de ces 2 livres. Ben oui, alors évidemment, moi, j'ai terminé l'écriture du livre cet hiver. Hein. D'ailleurs, il y a plein de choses assez étranges parce que je parle aussi d'une population, on n'en a pas parlé, mais dans la vallée, c'est une vallée qui est coupée du monde par un éboulement, et donc une population qui se retrouve livrée elle-même avec un assassin en fond de sein. Et on a donc dans la vallée aussi des enfants qui ne vont plus à l'école, faute de professeurs. On a des parents qui sont au chômage technique, quelque chose qui nous rappelle furieusement une situation qu'on vient de vivre, alors que le livre, je l'ai terminé cet hiver. Et on a aussi, effectivement, je parlais du malaise dans la police qui existait déjà, hein, puisqu'avant la crise sanitaire, il y a eu une autre crise. Et je voulais montrer que tout n'est pas noir ou blanc, mais que les choses sont beaucoup plus compliquées. C'est un métier très, très difficile. Le métier de policier, à l'heure actuelle, c'est vraiment... Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses, de difficultés. Et oui, dans ces 2 livres, on voit vraiment que c'est un métier de plus en plus exigeant, de plus en plus psychologiquement, moralement usant. C'est une des professions avec les agriculteurs où il y a le plus de suicides. L'an dernier, il y a eu 20 000 policiers blessés, il y en a eu 26 tués. Voilà, c'est quand même des choses. On parle de violence policière que j'élude pas du tout, mais faut pas oublier non plus que on voudrait que ça soit des surhommes, c'est pas des surhommes, c'est des gens qu'on recrute, et puis en plus le recrutement se fait dans des conditions de plus en plus. Ce sont des gens qui sont soumis à une pression gigantesque, et effectivement, comme dans toutes les professions, partout il y a des cons, pour reprendre le lapsus de tout à l'heure, et puis il y a des gens normaux, et effectivement, mais quand il y a des cons, ça a des conséquences qu'on voit très vite. Alors là, pour Franck Tillier, effectivement, on parlait de one shot tout à l'heure. Justement, le one shot en question, il était 2 fois. C'est pas divulguer quoi que ce soit de parler du manuscrit inachevé. Et ma question, c'était à quel moment vous avez décidé d'intégrer l'un dans l'autre? Est-ce que déjà au moment de manuscrit inachevé, il y avait déjà un prémisse? Oui, alors c'est très difficile d'expliquer quel est le lien entre les 2 romans, parce que ces 2 romans sont vraiment, on peut les lire vraiment indépendamment. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Il était 2 fois aurait très bien pu sortir il y a 2 ans,
et lire le manuscrit inachevé aujourd'hui. Donc ça montre bien que finalement on peut lire l'un ou l'autre. Mais on va dire que j'ai rajouté un degré de lecture qui fait que les personnes qui ont lu le manuscrit inachevé avant, il y a quelque chose qui se dégage de plus pour eux. Mais j'ai surtout, c'est ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on écrit toujours nos romans en pensant aux lecteurs qui nous suivent depuis le début, évidemment, et qui connaissent nos personnages et nos livres, mais aussi aux nouveaux lecteurs qui débarquent dans l'univers. Et ça arrive chaque année. Chaque année, il y a des lecteurs qui vont commencer par le dernier des livres qu'on a écrits. Et il faut que ces lecteurs-là puissent s'y retrouver dans les livres. Et donc, finalement, les lecteurs qui commenceraient à lire et l'été 2 fois ne se rendent même pas compte, en fait, si on ne leur dit pas que le manuscrit inachevé est un livre qui est sorti il y a 2 ans. Donc voilà, c'est ça le lien entre les deux romans, c'est-à-dire que quelque part, c'est une espèce de diptyque, mais très particulier parce que on peut très très bien lire l'un sans l'autre. Et comme j'aime beaucoup, on aime ça dans le thriller, le polar, jouer avec nos lecteurs, eh bien voilà, il y a quelque chose en plus au-delà de l'histoire qui fait que les lecteurs vont faire des liens à travers différents livres. C'est un peu comme une chasse au trésor. Et voilà, c'est toujours. J'aime bien faire ça dans mes romans. Franck Thiès, Bernard Minier a évoqué son personnage. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de Gabriel Moscato, parce que j'ai l'impression, on parlait un petit peu de faits de société, d'une ambiance un petit peu sociale. J'ai l'impression que vos deux enquêteurs sont un petit peu hantés, en quelque sorte, par quelque chose qui hante un petit peu notre société, c'est-à-dire les disparitions. Oui, oui. Alors moi j'ai également des personnages récurrents, Franck Charcot, Lucienne Bell, mais Gabriel Moscato n'est pas un personnage récurrent, c'est un personnage que j'ai créé uniquement pour ce roman. C'est un gendarme, parce que ça se passe dans une petite ville de montagne, donc c'est une brigade de gendarmerie de montagne. C'est intéressant aussi de prendre des gendarmes, parce qu'on parle souvent de romans policiers et de policiers, mais dans la réalité des territoires français, c'est d'ailleurs spécifique à la France, on a aussi les gendarmes. Dans les deux cas, on a des gendarmes. Oui, Bernard aussi, puisque il y a les flics et les gendarmes qui se mélangent, et c'est souvent d'ailleurs intéressant d'avoir des corps de métier comme ça qui se mélangent, parce que ça ne se passe pas toujours bien. Et oui, ce sont des personnages qui sont à la fois des gens ordinaires, des gens de tous les jours. Gabriel Moscato est un père de famille, mais ce sont aussi, par les épreuves qu'ils vont traverser dans le livre, quelque part des héros de roman, parce que ils vont réussir à surmonter des épreuves complexes. Et on va quelque part, nous, en tant que lecteurs, les admirer, avoir envie de les suivre et de les accompagner. C'est ce qui crée en fait l'empathie envers les personnages. C'est-à-dire que pour qu'on se retrouve en un personnage quand on est lecteur, il faut que ce personnage, qu'on se sente proche de lui. Ça pourrait être un voisin, ça pourrait être un ami. Mais en même temps, c'est un personnage de roman, c'est un héros quelque part. Et donc, il doit porter cette caractéristique-là du héros, alors heureux ou malheureux, en tout cas, mais ce sont des destins qui évoluent au fur et à mesure du livre. C'est-à-dire qu'un personnage doit sortir transformé d'un livre. Il démarre dans une histoire, dans un état particulier, et il le termine dans un autre état qui doit montrer normalement une évolution, qu'elle soit positive et négative, ou négative. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous parliez de disparition. Oui, alors la disparition, c'est un sujet de polar. C'est un des thèmes qu'on retrouve souvent dans le polar. Moi, j'aime bien la disparition parce que, alors, au-delà du meurtre, quand on a un meurtre, en début de polar, de manière générale, il y a la scène de crime. Alors Bernard, lui, il a fait les deux. Donc, mais moi aussi, j'ai fait les deux. On a un crime et une disparition. Le crime, on sait que la personne est morte. Donc, voilà, elle est là en face de nous, elle est morte. La disparition, ça apporte quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose de terrible, mais on ne sait pas si la personne disparue est morte ou vivante. Et c'est vrai que dans nos livres, on sent bien ce jeu que nous, on fait avec nos lecteurs. C'est-à-dire que la Marianne de Bernard, qui
qui a disparu depuis des années et qu'on retrouve dans ce roman, alors vivante ou morte, je ne vais pas le dire, mais il joue avec ça, c'est-à-dire qu'en permanence, on se demande si elle est encore en vie ou si s'il lui arrivait un problème très grave. Et donc, ça nous accroche aussi, on a envie d'avancer dans notre lecture. Et ce qui rend nos livres, je pense aussi, des gros livres, hein, c'est quand même des pavés à lire, s'ils se lisent aussi rapidement, finalement, c'est parce que on y intègre tout un tas d'éléments qui font qu'on a envie de partager le destin de ces personnages-là et de les accompagner tout au long de la lecture et de leur aventure policière. Alors, Franck Tillier, vous disiez pour le Gabriel Moscato que c'était un personnage qu'on n'avait jamais vu. Je me fais écho de remarques que j'ai eues en librairie de clients qui avaient lu votre livre et qui s'interrogeaient sur la similitude entre Alex Hugo et Gabriel Moscato. Oui. On est toujours influencé par ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, des thèmes et des sujets auxquels on a déjà réfléchi. Alors, c'est vrai il est très différent d'Alex Hugo. Je dirais que l'univers de la montagne, c'est quelque chose, ça peut être un point en commun qu'on trouve avec Alex Hugo, et que de manière générale, on retrouve quand même dans mes livres. Je suis né à Annecy, donc savoyard de naissance, même si j'habite le Nord et que mes parents, j'ai habité le Nord au bout de 6 mois de vie, donc je suis quand même plus nordique que savoyard. Mais j'aime beaucoup la montagne. Je trouve que dans le polar, dans le thriller... J'ai perdu Franck. La montagne est très, très... Bon. Bernard Minier, en attendant le retour de Franck Thiez, même décor, même sentiment de pression. En principe, on va un petit peu à la montagne pour respirer, mais avec vos deux vallées, on est un petit peu dans un cul-de-sac, une impasse. Ça vous sert à quoi la montagne, la forêt aussi, comme élément de décor? Alors moi, j'ai souvent répondu à cette question de la forêt en particulier en disant que j'écris des contes de fées pour adultes. Et dans la forêt, les contes de fées. Bon, Franck, je suis désolé, mais puisque tu n'étais pas là, j'ai pris la parole. On vous reprend après. Pardon, j'ai été déconnecté brutalement. Mais les absents ayant toujours tort, j'ai pris la parole. Donc, je la garde. Tu as raison. C'est l'avantage d'être deux, de prendre le relais, c'est bien. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, la forêt, j'ai toujours écrit des contes de fées pour adultes, c'est ce que je dis toujours. Du reste, dans Glacé, si on observe bien, il y avait des personnages qui s'appelaient Grimm, Perrault, Chaperon, donc c'était quand même assez clair, même si j'essaie d'être assez méticuleux sur le point de vue de la procédure policière et du réalisme. Et la forêt, donc, c'est tout à fait ça. C'est Hansel et Gretel, c'est le petit poussé, enfin, elle est omniprésente dans le conte. La montagne, c'est un peu différent. Moi, j'ai grandi au pied des Pyrénées. J'ai eu là-bas cette barrière devant les yeux pendant toute mon enfance. Et quand pour Glacer, je cherchais à isoler mes personnages parce que j'aime bien enfermer mes personnages. C'est pas la première fois que je le fais. Là, ils sont carrément coincés. Donc, mais j'aime bien faire ça. Quand je cherchais comment enfermer mes personnages, j'ai tout de suite pensé à une vallée l'hiver dans les Pyrénées. Et puis, il y a aussi le symbole, évidemment. La montagne, c'est déjà, il y a la difficulté physique, il y a le climat qui est hostile, donc il y a une dimension de danger et de difficulté qui est rajoutée à toutes les épreuves, évidemment, que peuvent traverser les personnages par ailleurs. Et puis, il y a aussi ici le contexte de la spiritualité. La montagne, ça a toujours été le symbole du spirituel. Tous les dieux de toutes les civilisations sur tous les continents ont toujours été placés en haut de la montagne, que ce soit le mont Olympe, que ce soit Dante situe son paradis en haut du mont Purgatoire, le sermon de la montagne de Jésus, enfin qui répond lui-même à la loi du Sinaï. On a toujours cette dimension, cette verticalité qui est synonyme de spiritualité, et il se trouve en plus que dans ce roman-là, on a une abbaye, donc on a vraiment ce dialogue entre la terre et le ciel. Et j'ai toujours conçu, depuis Glacé, c'était pareil du reste, puisque dans Glacé, il y a quand même une dimension psychologique très très forte. Ça commence de la même façon, c'est-à-dire que Servaz, qui est un policier toulousain, effectue d'abord un déplacement horizontal
il suit la fameuse autoroute pyrénéenne pour arriver jusqu'en commun, au bout de la route, en quelque sorte. Donc, ce déplacement géographique horizontal qui est suivi ensuite d'une sorte d'ascension et à travers les épreuves qu'il traverse, Franck l'a dit, il va se trouver transformé. Il se découvre lui-même et en même temps, il y a aussi sans doute une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'il s'élève quelque part, ou spirituellement ou moralement, et la montagne est le symbole de ça, d'une certaine façon. Franck, vous voulez revenir sur vos propos? Vous avez été coupé tout à l'heure. Oui. Vous ne vous souvenez plus de là où vous en étiez? On parlait de montagne et de forêt, Franck. Oui, globalement de décor, mais oui, Bernard le soulignait, c'est-à-dire que le décor est extrêmement important. En réfléchissant à toute histoire et à n'importe quel livre, ça fait partie des premiers éléments sur lesquels je me penche pour me dire, voilà, où va se situer l'intrigue, quel sera l'élément fort. La montagne est un très très bon élément. Une station balnéaire désertique aussi, désertée en hors saison, c'est des lieux qui parlent, sont des lieux de polar. Et puis ma région, le Nord aussi, est une vraie aussi région de polar parce qu'il y a tout ce tissu social, économique compliqué. Et puis il y a ces paysages qui sont très variés et qui sont comme des tableaux dans lesquels vont nos personnages. Donc voilà, c'est pour ça que tous ces décors-là sont extrêmement importants et c'est ce qu'on retient aussi d'une lecture de la vallée de Bernard que j'ai lue. Il y a évidemment l'histoire qu'il raconte, mais il y a effectivement cette présence de la montagne, de la brume, de l'abbaye comme ça qu'on imagine très bien plantée dans ce décor un lieu où on n'aurait pas forcément envie de se trouver à 23 heures en plein hiver. Et donc ça, ce sont des éléments que j'aime beaucoup et qu'il est très important de bien développer, de connaître. C'est vrai que c'est toujours mieux quand on parle de lieux qu'on connaît, avec lesquels on a une affinité. Ça apporte de la chair en fait à l'histoire qu'on raconte. Mais du reste, moi, je me souviens que le décor est très présent dans nos livres et dans ceux de Franck aussi. Moi, je me rappelle La forêt des ombres, puisqu'on parlait de forêt aussi. Il y a eu et puis ce chant d'éoliennes, c'est dans tout le premier, c'est ça? C'est dans la Chambre des morts, oui. C'est la Chambre des morts où il y a ce chant d'éoliennes et on avait dès le départ un décor extraordinaire. Et ce décor, c'est souvent des personnages à part entière. Parce qu'évidemment, ça a un impact aussi sur la psyché des personnages, quand on enferme des personnages dans un décor pareil, évidemment, tout est beaucoup plus tendu, beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant et dangereux. Et puis le polar urbain, ça a tellement été pratiqué. Moi, je trouve que la montagne, c'est vraiment un décor très intéressant parce que comme la mer, c'est un milieu hostile malgré tout, quoi qu'on en dise. L'homme est toujours un intrus dans la montagne, même si il y est implanté depuis longtemps. Et tout ça participe, ça concourt à avoir des histoires encore plus intenses, avec des émotions encore plus fortes. Et voilà. Et puis la brume, les nuages, les éléments, tout ça, c'est quelque chose que aussi bien Franck que moi on aime bien utiliser. Fred, tu voulais poser une question? Oui, c'était plus en fait pour revenir sur un des personnages dans la vallée. Vous parliez de spiritualité. Moi, il y a un personnage vraiment qui m'a marqué, c'est la psychiatre. Là, elle est extraordinaire. Et là, elle a un côté esthétique. La notion d'esthétique qu'on retrouve sur vos deux ouvrages. J'aimerais bien que vous m'en parliez un peu de votre recherche de l'esthétique. Alors, esthétique, alors j'imagine qu'on ne parle pas du physique de la psychiatre elle-même. Non, pas tout à fait, tout à fait. Même si elle tire assez l'attention. Oui, elle vit dans un endroit, son cabinet psychiatrique, c'est quand même un lieu très très particulier, cette espèce de maison d'architecte, enfin, de bunker ultra moderne en béton, perché dans la montagne, avec des tableaux de crucifixion qui se trouvent. Alors, c'est pas les crucifixions traditionnelles. On en revient à l'histoire de la spiritualité, de la dimension de l'abbaye. Elle a elle-même des crucifixions. Moi, la crucifixion, c'est pour moi, dans l'imagerie chrétienne, peut-être l'image la plus forte, la plus iconique, celle qu'on connaît le mieux.
Et là, c'est des tableaux de crucifixion, sauf que le crucifié, c'est soit un animal, un cheval ou une chauve-souris, etc. En plus, c'est des murs hérissés de pointe. Je me suis beaucoup amusé à imaginer ce genre de décor. Un psychiatre qui exercerait vraiment dans un décor pareil, ça serait un peu suicidaire. Ou alors, ça serait histoire d'achever ses patients, quoi, histoire qu'ils reviennent souvent. Mais c'était, oui, moi, je suis un passionné de peinture, je suis un passionné de tableaux, en particulier les périodes de la Renaissance, et aussi de peinture chrétienne, tout ce qui est Quattrocento, Cinquecento, les peintures flamandes. Je suis fasciné par ça depuis toujours. J'adore me balader dans les musées. Et donc, dès que je peux, en contrebande, glisser des tableaux ou que ce soit à travers le décor que je décris ou carrément là des cadres sur les murs, avoir une dimension esthétisante, je m'en prive pas. Après, du point de vue de l'écriture, j'ai une écriture qui est assez sèche, assez sobre. Et dans l'art, en particulier dans les beaux-arts, il y a toujours eu cette opposition entre classique et baroque. Le baroque, c'est l'excès, c'est la profusion, c'est la profusion de détails, c'est la courbe, le classique, c'est la symétrie, c'est l'épure, c'est beaucoup plus. Et là où peut-être entre Franck et moi, on est un peu sur cette ligne de partage, c'est que peut-être que Franck est un petit peu plus baroque que moi. Il a une façon de travailler sa phrase qui est où il y a quand même des choses, c'est un peu cette esthétique, pas de l'excès, parce que c'est jamais trop, c'est parfaitement équilibré et réussi, mais il a une écriture un peu plus baroque que la mienne, je pense. Et ça, c'est très intéressant aussi à voir. On est sur deux, voilà, Franck, il y a une musicalité, il y a une construction de la phrase, il y a certains détails qui font que peut-être que mon écriture est un peu plus sèche, je sais pas, j'en sais rien. Un peu plus classique. Mais classique, je suis pas en train de me dénigrer. Hein. Je connais très bien le classique aussi. Franck Thiès, sur l'esthétique qu'évoque Jean-Frédéric, l'art et le mal, l'art et le meurtre, c'est quelque chose de très fort. Dans votre livre, ça va de Hitchcock à des expériences plus contemporaines. Oui, oui. Mais merci Bernard déjà pour la comparaison. C'est vrai que c'est une belle comparaison avec les tableaux classiques baroques. C'est vrai qu'on a des écritures différentes. C'est vrai que moi, je suis toujours un peu à la frontière entre la volonté d'aller trop loin dans les histoires, dans l'excès. On en avait déjà discuté, mais de flirter avec cette frontière-là. On flirte aussi, hein, toi, Bernard, dans les. Ouais, on va loin, quoi, mais ça reste toujours réaliste, plausible, les histoires, et c'est l'essentiel parce qu'on écrit des polars et qui doivent être crédibles, en fait, même si, quelque part, on parlait de tableaux et d'art, les meurtres sont un peu des tableaux. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans le roman de Bernard, c'est-à-dire que même dans les meurtres, quoi, réalisés par les criminels, il y a cette notion de tableau et d'esthétique qui est bien présente. Et effectivement, l'art, oui, on le retrouve dans mon roman, alors sans dénigrer, mais de toute façon, je pense qu'en tant que romancier, on va dire, les romanciers font partie des artistes, puisqu'on crée des histoires, on les invente. Et donc, on s'interroge, nous aussi, sur notre propre création. Je pense que tous les artistes passent à un moment donné de leur vie par le pourquoi. Pourquoi on a ce besoin de créer, de jeter sur le papier nos pensées. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une psychanalyse? Est-ce que c'est un moyen de rejeter un trop-plein? Et moi, c'est une question, c'est vrai, que je me pose depuis que je me suis mis à écrire. Et là, effectivement, dans mon histoire, cette interrogation-là, je la fais se poser à travers d'autres personnages qui créent aussi des choses dans le roman. Et là, Caravage aussi. Pardon ? Il y a Caravage aussi. Oui, alors l'art, il y a l'interrogation sur jusqu'où l'art peut aller. Il y a cette interrogation-là, c'est-à-dire que l'art, et notamment l'art contemporain, mais finalement l'art moderne aussi, c'est une transgression, c'est-à-dire d'essayer d'aller là où les autres ne vont pas. Le Caravage, j'en parle dans le roman, qui, à un moment donné de sa vie, s'est mis à peindre des œuvres assez sombres, ténébreuses, avec des mises en scène de meurtres dans des figurations qui sont
un peu biblique. Donc, mais ça, quand on connaît son histoire, on peut comprendre parce que c'est fortement lié à sa personnalité. Il y a un lien, je pense, entre ce qu'on crée et la personne qu'on est. Jusqu'où on peut aller. Est-ce que le meurtre, quelque part, c'est une forme d'art ultime et extrême dans la transgression, c'est-à-dire on commence à transgresser et jusqu'où on peut aller dans la transgression. Est-ce que le meurtre et le crime, c'est la transgression ultime? Pourquoi les artistes ont eu besoin, tout au long des siècles, de figurer le meurtre et le crime, hein, quand on va dans les musées, la Renaissance, toutes ces époques-là, il y a beaucoup de scènes de décapitation, de barbarie, de mise à mort. Alors, pourquoi les artistes, à un moment donné de leur vie, ont besoin de figurer ces scènes-là est-ce qu'ils répondaient à une époque et à une demande, ou est-ce qu'ils avaient quelque chose au fond d'eux qui fait qu'ils ont eu besoin de le figurer à travers leurs œuvres? Fred, une question avant qu'on passe aux questions des gens. D'accord. Juste pour finir, Franck, vous parliez justement de la notion d'art, le spectateur. Et là, en fait, dans votre livre, j'ai relevé une phrase: celui qui lit, qui regarde, est autant impliqué que celui qui agit. Il devient complice par sa fascination. Et là, vraiment, on n'est plus sur l'art, le spectateur. Là, il est vraiment acteur. Oui. Alors, quand j'ai préparé la documentation de ce livre, j'avais lu un livre c'est un écrivain britannique du 19e qui s'appelle Thomas de Quincey et qui s'est intéressé comme ça au rapport entre le meurtre et l'art, et qui disait en fait que alors le meurtre, malheureusement, si on pouvait l'empêcher, on essaierait de l'empêcher de se produire. Mais en fait, une fois qu'il est produit, il est là devant nous, le crime, et la seule chose qu'on a à faire, c'est d'en jouir quelque part, c'est-à-dire de le regarder et d'être fasciné par ce qu'on voit. Donc, on voit l'aspect fortement transgressif, et puis quelque part de fascination, mais à toutes les époques que les sociétés ont eues sur le meurtre et le crime. Les sociologues des siècles derniers disaient que les sociétés sans crime n'existent pas. Le crime fait partie intégrante de l'être humain et de la société. Et donc, il figure dans les œuvres. Et c'est vrai qu'il y a cette fascination quand on rentre dans un musée et qu'on voit des scènes comme ça criminelles. On est à la fois fasciné, horrifié, séduit. Et ça, les artistes le savent. En fait, un artiste, il essaye de produire de l'émotion chez la personne qui regarde son œuvre. C'est ce qu'on fait avec nos livres. On essaye de susciter de l'émotion. Et le crime génère de l'émotion, du dégoût, mais aussi des sentiments extrêmes. Et ça, les artistes en ont toujours joué finalement pour retourner un peu l'esprit des gens qui sont confrontés à leurs œuvres. Une dernière question pour rebondir à la question de Fred, et que je vous adresse à tous les deux, puisqu'il y a un point commun aussi entre vos deux livres. On dirait que ce qu'on appelle le mal, ou le haut mal, est une espèce de pierre philosophale pour vous, en fait, en quelque sorte, pour créer une tension, pour créer un roman digne de ce nom. Alors, moi, je dirais pas pour créer, parce que le mal n'est pas un moyen en soi. Au fond, c'est le sujet principal, finalement, dans l'écriture du thriller. C'est la question. Et cette question-là du mal, qu'on questionne d'un livre à l'autre, je trouve que c'est Paul Ricoeur qui l'avait le mieux résumé quand il disait le mal est ce qui ne devrait pas être, mais qui est. Et au fond, ça résume tout. Pourquoi le mal est dans le monde? Pourquoi le mal existe-t-il? Si Dieu est omniprésent et omniscient, pourquoi existe-t-il? C'est ce qu'on appelle les théodicées. Les théodicées, c'était à l'époque essayer de répondre à cette question, puisque Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il? Et donc, à chaque fois, c'était des acrobaties intellectuelles pas possibles, parce qu'évidemment, il n'y a pas de réponse possible à ça. Et la question du mal, elle est centrale, bien entendu. C'est la question principale de nos romans. Mais on est là pour poser des questions, on n'est pas évidemment là pour apporter des réponses. Et est-ce qu'il y a une fascination par rapport à ça? Oui, certainement. On est tous fascinés par cette question-là. Pourquoi certaines personnes font-elles ce qu'elles font? Pourquoi qu'elles commettent
tels les crimes qu'elles commettent. Quelle est la raison qu'est-ce qui nous sépare de ces gens-là? Pourquoi nous on ne le fait pas et pourquoi d'autres le font? Et certains même sans remords. Toutes ces questions elles traversent nos livres. Et comme je dis souvent, on est là pour questionner la société, on est là pour questionner la psyché humaine, pour essayer de comprendre, mais on n'a pas les réponses. Les réponses, on les laisse aux scientifiques, aux philosophes, aux théoriciens, aux idéologues aussi, et puis finalement à chaque lecteur qui apportera sa propre réponse. Nous, on questionne ce monde dans lequel on vit, on questionne le sens de l'existence aussi, et on questionne cette question centrale dans tout thriller qui est la question du mal. Voilà. Et donc on présente des choses assez épouvantables, et ensuite qui sont des points d'interrogation finalement. Pourquoi l'homme fait-il ce qu'il fait? Franck Thiès, on passe oui, au... Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est une interrogation permanente, je pense, de tous les auteurs de polar qui se penchent sur cette question du mal, de la transgression, de la violence, du crime, du passage à l'acte, du criminel de sang-froid qui, du jour au lendemain, va se mettre à tuer des gens avec un fusil. C'est la matière noire c'est notre encre, c'est notre écriture, c'est ce qui nous donne de la matière à faire se lever des interrogations, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les réponses nous-mêmes, c'est une interrogation permanente. En même temps, nos romans, ce n'est pas le bien et le mal, c'est gris, quoi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans nos personnages, quels qu'ils soient, que ce soit des personnages principaux ou qui font des apparitions, qui sont secondaires, ils ont tous leur part d'ombre, parce qu'on a toute cette part d'ombre-là. Et c'est ça que, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse de développer, c'est en chacun d'entre nous, d'aller chercher cette petite faille et de la développer, de faire que cette faille va grandir et faire qu'à un moment donné, elle va être tellement envahissante que la personne va commettre le méfait ou l'acte. Et après, voilà, au fil des années, on se pose toujours cette question, on s'enrichit un peu nous-mêmes, nous les romanciers, les auteurs de romans policiers, sur cette question, mais on n'a pas la réponse. Et si on l'avait, je pense qu'on arrêterait d'écrire, parce qu'on n'aurait plus de matière, on n'aurait plus d'interrogation. Écrire un roman, ce sont des interrogations permanentes. On se pose des questions à nous-mêmes et on essaye de les soumettre au lecteur de la façon la moins visible possible dans une histoire. Mais finalement, les interrogations qu'ont les lecteurs sont aussi les nôtres. Et tant mieux si on arrive à faire ça. Moi, je n'apporte pas de solutions et de réponses, comme disait Bernard, comme un philosophe ou un moralisateur ou personne qui fait des débats. C'est pas ça. C'est de lever les interrogations chez les lecteurs pour qu'eux-mêmes se fassent leur opinion sur les sujets qu'on aborde dans nos livres. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Franck, et c'est parce que ça c'est très important. Effectivement, on est dans une société de plus en plus moralisatrice. Moi, je me souviens d'une phrase de Éric Dupond-Moretti que je trouve très juste. Il dit: on est dans une époque moralisatrice qui conduit en permanence au manichéisme. C'est le bien et le noir, le blanc et le noir sans aucune nuance. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement les nuances. C'est toutes les nuances entre le blanc et le noir. C'est tout ce qu'il y a au milieu. C'est tout ce qui fait aussi que le mal. C'est plutôt une question de degré. Il y a pas une membrane étanche. C'est ce que disait un de mes personnages dans Glacé. Il n'y a pas une membrane étanche entre les gens qui font les biens et les gens qui font le mal. C'est juste une question de degré. Et ce sont ces degrés-là qui nous intéressent. C'est ce petit noyau de nuit qui est en chacun de nous et qui va grandir ou pas en fonction des circonstances, en fonction de l'éducation, en fonction de plein de choses. Mais on fait la guerre aux clichés, aux stéréotypes, aux caricatures. On essaie de pas simplifier. Au contraire, on montre toute la complexité des choses. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire dans les romans. On va passer aux questions. Hein. Il y a 3 questions. Mais comme Bernard Minier, vous intervenez, il y a un mal un peu diffus que vous essayez de cerner un petit peu dans votre livre. Et je cite Irène Ziegler qui enquête avec votre enquêteur. La France avait changé. Elle était devenue plus dure, plus intolérable, infiniment moins insouciante. Intolérante. Tolérable, je ne sais pas, mais intolérante. Irène avait été frappée de découvrir à quel point on y cultivait désormais la haine de l'autre, l'injure, l'intransigeance, le sectarisme et la violence. Où était le pays qu'elle avait laissé?
Oui, parce qu'elle est partie à l'étranger pendant quelques années et puis elle revient et donc elle découvre une France qui a beaucoup changé. Ben, je pense qu'on a tous ce sentiment-là. On est aujourd'hui un peu dans une société de l'affrontement. Il y a plus de dialogue. Moi, je me rappelle que Jorge Luis Borges disait qu'il avait appris au Japon cette admirable habitude de supposer que l'interlocuteur a raison, de se montrer hospitalier avec l'opinion d'autrui. C'est ce qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui. Il n'y a plus de dialogue. Il y a des oppositions stériles à force d'excès. Il y a une judiciarisation de la société de plus en plus grande qui finira sans doute par la paralyser. Il y a des réseaux sociaux où la menace, l'insulte et l'opprobre ont remplacé le débat. Le débat, il est plus nulle part. On est dans l'affrontement permanent. Et ça, c'est quelque chose de redoutable parce que on voit ces fractures du reste que je décris dans la vallée, avec cette communauté qui se déchire à cause de ces meurtres épouvantables. Ces fractures traversent toute la société. Et c'est très difficile aujourd'hui de débat. Les gens, très souvent, se positionnent même plus par rapport aux faits, mais par rapport à leur idéologie. Et donc, on n'entend plus les arguments de l'autre, on refuse de les entendre, on les exclut. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, cette France qui devient de plus en plus, en effet, intolérante. Je l'ai pas dit intolérable. Question à tous les deux de la part des auditeurs. Une question de Chris. Avez-vous une pression particulière à chaque nouveau livre? Ah, je sais peut-être de qui c'est qui nous pose la question. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Je te laisse répondre. Une pression particulière. Enfin, je dirais, on écrit des histoires pendant un an où on se confine chez soi. Nous, on est un peu confiné à l'année. C'est-à-dire que quand on termine un livre, on réfléchit au suivant, on se met à travailler dessus, on passe tout notre temps sur nos histoires. Et donc, on a envie, oui, que l'histoire qu'on vient d'écrire plaise aux gens, aux lecteurs. Donc, il y a ce stress-là, en tout cas, il y a cette pression-là de se dire, est-ce que j'ai fait un bon livre? Est-ce que j'ai respecté mon lecteur? Est-ce que l'histoire que j'ai écrite va lui plaire? Et plus on écrit de livres, je dirais, plus on se pose la question parce que de ne pas faire ce qu'on a déjà fait, d'avoir des lecteurs de plus en plus exigeants. C'est toujours compliqué pour un auteur quand le lecteur vous dit finalement, c'est un beau compliment quand il vous dit ah mais c'est votre meilleur livre et on espère que le prochain sera encore mieux, enfin des choses comme ça. Donc nous on se dit, enfin dans toutes les carrières et dans tout, on peut pas toujours monter à un moment donné. Nous on donne le meilleur de nous-mêmes, mais il y a forcément un moment donné où bah voilà, si on a écrit le meilleur livre, peut-être que le suivant sera moins bon pour certains, alors qu'il sera quand même bon. Donc finalement, il y a toujours cette peur-là. Mais heureusement, elle est nécessaire. S'il y avait juste une sortie de livre sans, en se disant, bah voilà, il est sorti et puis tout se passe bien. Non, on a envie voilà, d'avoir touché nos lecteurs. On les connaît, on les rencontre tous les ans. Un lecteur qui va en librairie, il achète votre livre, donc il donne quelque chose, c'est-à-dire il donne de l'argent pour une bonne histoire. Et donc, moi, je me sens redevable de ça, donc qu'il n'y ait pas de tromperie envers mon lecteur. C'est pour ça que les gens me disent souvent est-ce que vous êtes content de votre livre qui sort là? Bah oui, forcément, parce que je crois que si je n'étais pas content de mon livre, ça serait une trahison de le sortir, de dire ah ouais, bon, j'ai écrit un livre, mais ouais, tu sais, il n'est pas terrible, hein, mais voilà, je le sors quand même, on verra. Voilà, donc je n'ai jamais eu ce sentiment-là parce que, en tout cas, je crois que ce qui est important pour un auteur, c'est de faire son maximum. Après, il y a des livres qui peuvent plus ou moins plaire, mais nous, en tout cas, on essaye de faire à la fois de répondre à ce qu'aiment nos lecteurs, mais aussi de se faire plaisir à nous, puisqu'on prend quand même des sujets qui nous intéressent. On écrit des livres qui nous touchent, sur lesquels on a envie de creuser des recherches, des histoires, développer des personnages. Et c'est un mix des deux, il faut passer aux deux. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on écrit des romans. Et un roman, c'est destiné à être lu, c'est destiné à être lu par des lecteurs. Donc, un peu les auteurs qui. J'espère que tu n'es pas dans ce cas-là, Bernard, mais les auteurs qui disent ouais, mais moi, je m'en fiche, j'écris pour moi. Bon, dans ce cas-là, pour moi, ce n'est pas un roman, parce qu'un roman, on n'écrit pas un roman dans ce cas-là, on écrit une bio, un essai, voilà, mais le roman, il est destiné quand même à des lecteurs, et donc on doit toujours mettre notre lecteur au cœur de nos préoccupations. Bernard Minier, une question de Camille. Retrouve-t-on dans Servaz un peu de Bernard Minier? Ah, la fameuse question.
Comme disait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Moi, je suis ni Madame Bovary ni Martin Servaz. Mais ouais, il y a des aspects de moi, on les a vus tout à l'heure quand on a eu quelques coupures, incidents techniques. Je m'en suis un peu réjoui parce que comme Servaz, je suis très sceptique par rapport à la technologie. Donc j'ai ce côté-là. Moi, franchement, les réseaux sociaux, l'Internet, les connexions, les machins. Là, on a fait pendant le confinement, Franck, c'est pareil, on a fait tout un tas d'interviews virtuelles. Enfin, pas. Et à chaque fois, on nous propose une appli différente. C'est Zoom, et à chaque fois, il faut tout recommencer. Et moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je rentre le truc, ça m'emmerde royalement. Donc, j'aime bien quand c'est simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton, je serais content. Et donc ça, c'est ce côté-là, c'est moi. Le fait que je suis né dans le siècle précédent et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, quelques années, sans Internet, sans réseaux sociaux, sans téléphone portable. Tout ça, ça n'existait pas. Donc j'ai du recul par rapport à toutes ces technologies, par rapport à ce 21e siècle. Je le regarde avec parfois un peu de scepticisme. Après, je ne sais pas si c'est moi. Est-ce qu'il est aussi, je suis aussi infortuné que lui dans le domaine de la vie privée? Ben ça, je vous le dirai pas. Mais oui, je m'inspire un peu de moi, mais je puise aussi dans d'autres personnes pour créer Servaz. Il faut pas oublier qu'un personnage, c'est toujours une création, c'est toujours une invention. Il faut jamais s'arrêter sur soi-même ou sur quelqu'un d'autre pour créer un personnage. Il faut le nourrir avec plein de choses différentes. Servaz, je crois que ce qu'il est avant tout, c'est que l'intérêt de son personnage, et c'est pareil pour Admel et Charcot chez Franck, c'est que on peut facilement se reconnaître en eux. Ils sont pas bigger than life, on peut pas, ils sont pas, c'est pas certains personnages de fiction où on peut pas même pas imaginer de les rencontrer un jour. Non, on peut vraiment les rencontrer au coin de la rue. Sur la technologie, vous n'imaginez pas, Bernard Minier, comme avec Jean-Frédéric, on était heureux de vous avoir tous les deux et malheureux de vous avoir comme ça, juste en live, en quelque sorte. Une dernière question de Gaël, peut-être une réponse rapide parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient un petit peu des conseils de lecture et peut-être que vous avez fait des bonnes lectures au moment du confinement ou avant. Donc on aimerait vous entendre un petit peu là-dessus. Mais une question de Gaël, comment expliquez-vous la bonne entente entre les auteurs de polar, cet esprit de famille? On se déteste en vérité, il faut dire la vérité, c'est pas vrai. C'est la figuration. Non, on est. C'est vrai que dans le polar, il y a une bonne entente. Je crois que la plupart d'entre nous déjà viennent de milieux divers et variés. On a eu des vies avant qui étaient somme toute celles de tout le monde. Hein. Moi, j'ai grandi dans le Nord avec on va dire des ancêtres qui étaient des ouvriers. Donc, il y a ces racines-là. On a beaucoup de points communs dans notre culture, dans les lectures qu'on aimait quand on était plus jeune, puisqu'on lisait des polars, on regardait des films qui étaient des polars. Donc, on a vraiment ces points communs-là. Et puis, on a un respect mutuel entre nous. On se lit, voilà, on se retrouve toujours, on prend toujours beaucoup de plaisir à se retrouver, puis à se raconter des petites anecdotes, de savoir aussi, parce qu'on n'a pas il n'y a pas d'école pour écrire. Et puis c'est vrai que quand on se voit avec Bernard, on a toujours nos doutes par rapport à notre propre écriture. Et je lui dis, mais toi, comment tu as fait pour écrire tel livre? Tu travailles quand? Le matin, le soir? Ça peut aussi aller à des questions qui sont d'ordre plutôt technique, parce que on a aussi besoin, on est seul face à nos fantômes et à notre feuille blanche parfois, et on aimerait savoir si c'est pareil chez les autres. Donc on discute de ça aussi. Et donc il y a cette notion de famille. Et puis c'est vrai que dans le polar français, on a une bonne équipe. Hein. On tournait pas mal ensemble sur les salons. Bernard avec Olivier Norek, voilà, Nico Takian, enfin toute cette équipe-là, et on prend toujours un plaisir comme une bande de copains à se retrouver. Des lectures? Des lectures. Alors, moi, je dois avouer que dernièrement, à part le bouquin de Franck que je suis en train de lire, et puis et je vais enchaîner avec celui de Sonia Delzangles parce qu'on fait tous la grande librairie, et donc on est en train de lire les bouquins des confrères, et je le ferai avec grand plaisir. J'ai passé
j'ai passé mon confinement à me relire ma comédie humaine de Balzac, donc ça va pas faire avancer les chemin. Et c'est vrai que dans Balzac, il y a tout en fait. À chaque fois, dans Balzac, il y a l'enquête policière avec une ténébreuse affaire, il y a le roman historique, il y a le roman fantastique, il y a absolument tout. Donc je relisais, j'ai relu Balzac pendant le confinement, ça c'est pas franchement neuf, mais c'est ce que j'ai fait avec un grand plaisir. Et je me rappelle, je crois que c'est dans Woyzeck ou dans la maison de Nucingen, je me rappelle plus, un des deux. Les premières pages sont consacrées à un comptable indélicat et décrivent les mécanismes des banques au 19e siècle avec un type qui détourne de l'argent un peu comme un Kerviel ou qui joue avec l'argent des autres et qui le perd évidemment. Et je m'aperçois que franchement, ça n'a pas changé du tout, quoi. Les banques au 19e siècle ou les banques aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Un petit coucou à la mienne qui a mis un mois à transférer une partie d'une somme d'un assurance vie sur mon compte courant. S'ils m'écoutent, ils se reconnaîtront. Pour faire un petit raccord avec la question précédente, je crois que vous dites de votre enquêteur qu'il avait passé la cinquantaine et avait des goûts littéraires et musicaux qui aujourd'hui n'intéressaient plus grand monde. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, j'ai aussi relu pendant mon confinement un bouquin qui est complètement dingue, et j'avais oublié à quel point il était dingue. Et ça, si les gens veulent lire le roman le plus étrange, le plus singulier, le plus zarbi jamais écrit, La Maison des Feuilles, c'est pas ça? C'est La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. C'est un bouquin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un truc complètement fou. Ça part dans tous les sens. Alors, déjà, sur la mise en page, l'éditeur a dû s'arracher les cheveux parce qu'il y a plusieurs textes qui se chevauchent. Il y a une espèce, c'est quasiment interactif. Il y a des apartés partout. Il y a des renvois de pages. En fait, c'est un truc. Et le suivi à l'intérieur du livre, parce que c'est comme des poupées russes. Il y a plusieurs récits qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et le sujet central, c'est à l'intérieur d'une maison, il y a un espace, on accède à un autre univers, un autre espace qui est à l'intérieur de la maison. C'est absolument terrifiant, c'est absolument angoissant, c'est absolument remarquable. Il a mis 12 ans à écrire ce fichu livre, Mark Z. Danielewski. Et moi, je trouve que c'est un ovni, c'est un objet littéraire non identifié, quoi, un ovni. Et voilà, si on veut lire quelque chose comme on n'a jamais lu auparavant, il faut lire La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Franck Thiès, vous nous parlez de lecture ou vous nous parlez d'Hitchcock? Puisque comme ça, on reste dans des vieux auteurs, des vieux réalisateurs. Celui d'avant, c'était qui? Hitchcock ou... Hitchcock ou un livre que vous avez lu? Ah oui, non, bah moi j'ai lu quand même pas mal pendant le confinement. Alors il y a eu deux types de lectures. Il y a eu les lectures de livres qui sont sortis juste avant. Alors il y en a un que je peux conseiller parce qu'il est sorti vraiment avant le confinement et c'était très dommage pour les auteurs. Il y en a eu malheureusement, il y en a deux même d'ailleurs que je voudrais citer qui ont eu la malchance de sortir avant. Alors heureusement les libraires continuent à les mettre en avant. Juste là, c'est Olivier Ball qui a écrit. Alors, je crois que c'est l'affaire. Je l'ai ici, le nom. L'affaire Claire Miller, c'est chez XO. Claire Miller, oui. Allez-y. Ouais. Vraiment, qui est aussi voilà, des histoires de disparition, etc. C'est vraiment bien écrit. Et Sonia Delzonde, c'est L'homme de la plaine du Nord. En plus, ça se passe dans ma région. Elle parle de terrils et de plaines. Donc, avec une superbe enquête vraiment bien menée. Donc, c'est deux auteurs qui sont sortis juste avant le confinement. Donc, c'est pour donner une chance au livre. Voilà. Lisez-les, c'est important. J'allais les citer aussi. Leur chance. Je les ai pas encore lus, mais ils sont dans ma palle et j'allais les citer aussi parce qu'effectivement, ils sont sortis juste avant. Et c'est deux auteurs qui méritent d'être vus et qui n'ont pas eu vraiment de chance. Mais bon, le destin des livres n'est peut-être pas terminé. Et Franck Thiès, comment vous tient Hitchcock, les oiseaux, les étourneaux, les... Oui, bah, il y a forcément un clin d'œil, oui, avec la chute d'oiseaux au début du roman. J'ai pensé forcément à Hitchcock et à cette ambiance incroyable dans le film des oiseaux. Enfin, c'est aussi un vrai film d'ambiance. Hein, il y a plusieurs références à Hitchcock. Oui, il y a le MacGuffin aussi. Et puis dans les décors, c'est. Mais avec Bernard, on a discuté aussi souvent de Hitchcock, en tout cas de la perception qu'il avait de l'impact que devaient avoir ces films sur les spectateurs. C'était un peu comme nous, c'est-à-dire que il faisait son film et lui, ce qui l'intéressait, c'était de voir la réaction des gens et d'aller dans les salles et c'était ça la chair de ses œuvres, d'essayer de comprendre comment réagissaient les gens
par rapport à des images, à des moments de tension qu'ils voulaient développer. Est-ce que ça fonctionnait au bon moment? C'est ça le suspense, en fait. C'est que les éléments que vous mettez dans vos livres, qui sont des éléments de déclenchement, doivent être très synchrones avec les sensations des lecteurs à ces moments-là. Et donc, on apprend beaucoup en regardant les films d'Hitchcock. Et voilà, le thriller, finalement, et le suspense, c'est quelque chose d'assez ancien. Vous relisez le Chien des Baskerville de Conan Doyle, sorti, je crois, 1900, enfin quelque chose comme ça. Vous avez toutes les clés du thriller à l'intérieur. C'est assez incroyable. Toutes les techniques sont dedans. Et donc, finalement, nous, on essaye, avec notre univers, avec nos personnages, d'utiliser ces clés qui nous ont été livrées par ces grands artistes, on va dire. Franck Thiès, il y a plusieurs bibliothèques à découvrir dans votre roman. Bernard Minier, Franck Thiès, Jean-Frédéric Tonneau, je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir vous êtes prêtés à ce jeu des livres en live. Vos livres, on les trouve bien sûr à Lyon, à Crèche-sur-Saône et à Lille. Et on peut les retrouver aussi sur nos sites pour des gens qui seraient encore un petit peu confinés. Et je vous remercie beaucoup. La semaine prochaine, pour le livre en live numéro 6, on passe à la jeunesse et notre invité sera Timothée Defontbelle. Et je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Merci à tous.